Et bam, de la ponctualité comme s'il en pleuvait. J'espère que vous allez bien, hackers, hackeuses, amis pirates du soir. Aujourd'hui, un petit live un poil différent. On va absolument pas faire de technique. En tout cas, on va essayer de lâcher le plus possible le clavier. On va se poser et on va lire un petit peu les nominations Top Web Hacking, les 10 meilleures techniques, en tout cas les nominations pour ce concours de 2022. C'est organisé par Bursuite. On va voir un petit peu ce qu'ils nous ont trouvé de sympathique. J'espère que vous avez préparé votre meilleur thé, votre meilleur maté, votre meilleur café ou autre bière alcoolisée ou non. Et bienvenue à vous. Donc il y a une liste quand même assez conséquente. Let's go changer de scène et pas faire comme la première fois. N'hésitez pas à me dire, est-ce que le son est clean? Est-ce que la musique est pas trop forte, pas trop prenante? Voilà. N'hésitez pas à me faire les retours. Et je vais commencer le temps que ça se sync. Alors concrètement, on devait avoir ce soir, 24 janvier, la sortie des 10 finalistes, ou en tout cas du top 15 à minima pour ensuite affiner. C'est Idouane. Yo. Nice. On va essayer d'affiner un petit peu, en tout cas voir comment est-ce que nous, on pourrait faire cette recherche, cette veille techno, et comment est-ce qu'on classerait tous ces petits papiers. Parce qu'ils ont l'air sympathiques, mais clairement, il y a du monde. Je sais même pas si on va faire un vrai tri là-dedans. Plutôt over un petit peu et voir si ça intéresse. On commence par la tâche sympathique de tout ouvrir. Tranquillement. En espérant qu'il n'y ait pas de vidéo avec de la musique en autoplay, sinon ça va être assez relou. Plein de techno qui ont l'air assez sympa, c'est cool. Il y en a 2-3 que j'ai vu passer, les Imbra, les spells. Ouais, des trucs sympas. Des trucs très sympas, je pense. La raventure, mais non voyant. Mais non. Et les petites extensions très pratiques qui permettent d'ouvrir 15 000 URL d'un coup, sinon. Normalement, ça se passe pas trop mal. Alors, on commence par SonarSource qui nous propose une petite information disclosure avec un side channel dans Django. Donc Django, globalement, moi j'aime bien parce que c'est du Python, ça se déf facilement. C'est relativement lent, mais il y a des avantages conséquents, genre les sessions built-in qui sont pas mal gérées, et un moteur de templating qui est de base basé sur Jinja, mais qui a été harden tant et plus. Et maintenant, ça devient vraiment dur d'avoir, même avec une injection de template dans Django, d'avoir de la RCE. Donc pourquoi pas. Donc en effet, terrible. Puis des choses sympas sur le templating en disant qu'il y a moyen d'avoir des RCE, et eux ils disent on va taper le templating. Nice start. Un système de view, là il montre qu'on prend un paramètre. Ok. Et qui font un tri avec des données qui passent au template à render. Pourquoi pas? Des users qui sont fetched, triés, render. Et qu'est-ce qu'ils font avec ça? Donc il s'explique que dans le template, le sort ou digsort fait qu'on peut appeler de la méthode arbitraire dans le template. Donc ça, c'est pas trop choquant tant que les méthodes ont été review et ne permettent pas de faire des choses un peu touchy, sauf que souvent c'est le cas. Bienvenue à Raccoon 42. Toujours dur de faire la correspondance pseudo-visage, donc n'hésitez pas à mettre un petit... Non, mettez pas des initiales, si je trouve pas ça va être super gênant. Mais bienvenue. Donc on voit un peu la manière dont est fait un filter. Un filter, c'est jamais qu'une fonction en Python dont ils ont utilisé un décorateur pour expliquer que c'est un filter, et apparemment ce n'est pas safe. Oups. Je sais pas trop quelle valeur a ce save dans ce cadre-là, mais s'il y a une vulne là dans ce code-là, c'est un peu marrant quand même. On pensera bien sûr au OOPS et au UUPS de deux frameworks différents. Ah, nice. En effet, je me souviens, classe 10. De toute façon, on se voit en mars, hein, à la classe 10. Let's go, hein. Les petits cours au BTS.
mi-mars. J'ai plein de trucs incroyables pour vous. Ça va être sympa. J'espère que vous êtes prêts à faire de la N-Day. Ok, donc si on déroule un petit peu, ça explique que dans la fonction qui permet de faire le tri pré ou post-template, pré-templating, puisque c'est un filtre avant que ce soit injecté dans le template, ils essayent de faire en sorte de ne pas accéder aux méthodes ou variables privées de Python, donc préfixées par un underscore, et apparemment, ça s'est pas passé comme prévu. J'aimerais bien qu'il y ait un petit TLDR, parce que sinon ça va être long de ouf. Donc là, l'idée... Leak Security Information, WASH, avec Dixort. Donc l'idée, c'est que si quelqu'un utilise Dixort, ils vont se débrouiller pour faire en sorte de générer des utilisateurs ou du contenu pour arriver à sûrement avoir un espèce d'oracle sur des chars, je pense. Hehe. Léo Febrest, Trololo, bienvenue. Febrez, j'imagine que tu as hâte de lire de l'anglais, ou en tout cas écouter de l'anglais traduit à l'arrache en live. Ça va bien se passer. Je pense que je commence à choper le truc. L'idée, c'est pas tant... Enfin, l'idée, c'est given, en sachant que l'attaquant peut avoir une injection de templates, alors qu'est-ce qu'on peut faire de sympa? Et vu qu'avoir de la RCE, on a dit que c'était super compliqué, alors ils vont essayer de faire un sort en fonction de la première, puis de la deuxième, puis de la troisième, du troisième caractère de chaque champ auquel on peut accéder. Je trouve ça bizarre qu'on arrive à accéder par contre au champ d'utilisateur. Donc, en tout cas, que le champ, la partie mot de passe soit retrieve, même côté back-end, même dans le template. Genre, quand on runner un template, c'est pas franchement normal de récupérer autant de valeurs sensibles. Après, il y aura sûrement des choses qui sont déjà en mémoire. Après, est-ce qu'on a un pointeur vers ces objets? J'ose espérer que non. Ou alors il floude avec plein de comptes et des mots de passe différents pour que ce soit trié comme ça. Ouais. J'aimerais vraiment qu'il y ait un inch. Il faut qu'on a un Django H, en effet. Ça peut se BF avec du H4. Oh, ils ont fait extra mail, ils ont essayé d'optimiser carrément avec les probas des H de Django pour faire des chaînes de Markov, j'espère. Ok, donc c'est ça, c'est de la création d'utilisateurs en masse pour utiliser les fonctions de tri avec une SSTI déjà présente pour arriver à... Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau jeu, est-ce que c'est très réaliste? Ça veut dire qu'il faut déjà avoir une SSTI sur Django? Un peu. Non, ça arrive vraiment. Clairement. Eh ben, c'est intéressant. Et c'est quoi leur patch du coup? Est-ce qu'ils ont fait un temps réel? Renouer tu peux le centime. Ah ah! Une allow list to la fonction sort pour qu'on ne puisse pas accéder à n'importe quel champ. Moi, je trouve ça quand même assez tiré par les cheveux. Enfin, le patch est bien. Le patch, clairement, il y a un whitelist pour empêcher de filtrer sur n'importe quel type de données. C'est pas déconnant. Après, il y a quand même un truc qui me chagrine, c'est que, à supposer que le backend fasse une requête pour dire je vais choper une liste de username à afficher. Fine. On n'a pas d'invocation de méthode ou de query arbitraire. Sinon, on pourrait directement dire sélectionne le hash et affiche-le. On n'a pas ça. Ça veut dire qu'il faut déjà, dans le code du back, qu'on veuille faire une liste des utilisateurs incluant, même si c'est pas affiché, que ça ait fetch quand même la donnée des mots de passe de l'utilisateur. Donc si côté back, soit la requête est faite à la main, soit il y a un ORM qui dit select étoile from machin. Ouais, ok, potentiellement ça va faire des merges, ça va récupérer toutes les valeurs et là on peut se retrouver avec des données un peu sensibles. En revanche, si c'est un select login, ID et email, bah, bonne chance pour les faire fuiter le mot de passe quand c'est pas encore en doublé, qu'il n'a pas encore été récupéré côté back.
Alors, le Marat qui dit: «Le top 10 de Portrigger, c'est un top 10 des vulnes fréquentes comme fait un peu le WASP. C'est juste un genre des vulnérabilités sans données». Absolument pas et c'est une question donc question très légitime. Le top 10, c'est pas le top 10 en fait, c'est, les candidats pour le top 10 des bugs web de l'année 2022 et souvent ce qui fait Portrigger, c'est pas tant de dire: «C'est les bugs les plus fréquents» ou «C'est ça qu'on passe le plus». C'est plutôt essayer de faire un gros sac avec tout l'état de l'art, tout ce qui est intéressant, tout ce qu'ils ont pu voir passer, dans l'année en termes de POC, en termes de technique, en termes d'idées, qui est une réalisation, finale ou pas et de voir un petit peu ce que ça donne, voir si ouais, voilà, juste essayer de faire un petit top 10 à des techniques d'attaque originales et inventives, plus que juste, forcément si c'est original et inventif, il y a de fortes chances qu'on aille à péter plein de machines avec, encore que. Mais là, je pense pas tant que ce soit en termes d'impact qu'en termes de: «Est-ce que vous avez pris un bon moment à lire ce blog post?» Ça, c'est marrant. Alors, Google vite fait pour efficace. Eh bien, prends une bonne douche, Isis, je t'en prie. Lave-toi bien, c'est très important de se laver bien. Alors, PHP Filters Chain, what is it? How can we use it? Celui-là, c'est un que j'ai déjà lu, donc on va un peu skip certaines étapes. Long story short, c'est si on a un c'était quoi? C'est si on a un file include, si on a un file include avec le préfixe contrôlé. Fut un temps, on pouvait faire include de http://, aller faire charger du PHP en remote, le ramener sur le serveur, le faire exec et c'était gagné et c'était top. Ensuite, il y a eu des strats à base de phare pour trigger de la serialize, donc ça existe toujours. Il y a eu tout un tas de gadgets qui ont été faits pour ça, mais ça a ses limites. Il y a quand même une flexibilité et qui, moi, me fait relativement haïr PHP point de vue sécurité, c'est qu'il y a tout un tas d'URI ou de file handlers qui peuvent être invoqués, notamment phare, zip, tar, zlib, http, et j'en passe. Ce qui fait que ce qui fait qu'on peut se débrouiller pour chaîner tout un tas de gadgets et de file handlers pour avoir des comportements un peu chelous. Et donc là, c'est une technique que Synactive a sortie, documentée et toolée pour dire il y a un file include, mais il faut se chaîner avec autre chose. Je vais regarder quand même, parce que si c'est pas celui-là dont il parle, j'aurais l'air très con. Ouais, c'est ça. C'est donc un file avec get content ou un file include, mais on se débrouille pour chaîner tous les filters d'une manière assez stylée pour virer les bad bytes, générer un contenu arbitraire, l'encoder pour essayer d'augmenter le nombre de chars qu'on a générés et les retrier, améliorer. Donc ça fait usage des, je sais pas combien de schemes et de charsets supportés par PHP, ainsi que de comportements un peu laxistes dans l'encodage, décodage de certains charsets. Donc ça devait être du TF7, du Bas64, du latin, du TF8 et j'en passe. Long story short, ça a dû être super relou. N'empêche que maintenant, dès qu'on a un require de quelque chose, même si on n'a pas la possibilité d'écrire un fichier sur le file system, même sans trop savoir où il est, on va quand même pouvoir se débrouiller pour avoir un include et donc eval in the end, sans trop se prendre la tête avec l'environnement avoisinant. Tant que la payload passe. Et la payload pour générer même reverse shell court, c'est déjà conséquent. Donc ça va clairement être bloqué par un paquet de WAF, et si c'est pas le cas, c'est un scandale. Et c'est moyen qu'il y ait des scandales de temps en temps, clairement. Donc ça, c'est sympa. Je sais qu'ils l'ont documenté et plus toolé, mais clairement, c'est des techniques qui sont connues et qu'on a vu passer quelques fois, par le passé, que ce soit en CTF, que ce soit par des gens, qui aiment moins s'afficher publiquement, mais qui, ont les connaissances. On a déjà vu. Très bien. Long story short, vous avez un file include ou un file write. En file read, il y a moyen de tellement manipuler le contenu dans tous les sens que vous pouvez un petit peu refléter ce que vous voulez. La fameuse payload. En effet. On enchaîne sur du Medium par Jacopo Tediosi, que je ne connais pas mais que je salue. Alors, Worldwide Silver Set Cache Poisoning on All Ankama Edge. C'est propre, je pense que je l'avais vu. Je suis toujours mitigé pour le côté à mettre les thunes dans un article, parce qu'à la fois, on peut trouver des bugs des fois très stylés et être payé 0, voire des bugs qu'on pense valoir pas grand-chose, être rémunérés très fort. À la fois le côté: «Regardez, je flex, j'ai gagné tant». Je trouve que c'est un peu dommage. À la fois, le jour où je me fais 50K avec un bug, il y a moyen que je flex, hein, qu'on se le dise. Et je pense que vous ne serez pas le seul.
Hi Ganesh, welcome man. Sorry, this one is in French because I think the whole content is already in English, so made for English people, so trying to adapt things here. But welcome anyway. Du coup, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit en Kamaï CDN, de mémoire, c'était, on a dit un server-side cache poisoning. Donc first clue, clairement, ouais, c'est un que j'avais vu qui est incroyable. En se débrouillant pour envoyer 2 get avec un content length qui soit bien fait sur mesure et arriver à faire passer une deuxième requête sous la première pour aller polluer un petit peu ce qui se passe, côté back-end. Donc faut savoir que la plupart des serveurs, HTTP, CDN, WAF, reverse proxy et j'en passe, ils vont pas faire une connexion, essayer de réouvrir à chaque fois parce que ce serait ultra, ressource intensive. Donc ils vont essayer de réutiliser un maximum les tunnels déjà ouverts. Donc pour un utilisateur, ça va être réutilisé et dans certains cas, plusieurs utilisateurs parlant à un même, back-end, on va dire à Nginx, à Apache, vont se retrouver donc l'utilisateur parlant à un même Nginx vont se retrouver sur le même tuyau final entre le Nginx et un Python, un Node, un PHP, que sais-je. Donc clairement, arriver à désynchroniser ce bordel, et ce bordel, c'est clairement ce graphe qu'on voit là, égale arriver à faire du dégât. Donc clairement, c'est pas un bug qui est ultra simple d'avoir les request smuggling. Les cache poisoning, c'est OK, mais quand on se met à chaîner les deux, ça devient assez vite infernal. Donc je ne vais pas m'amuser à expliquer comment ça marche en live. En tout cas, pas, avec autant de contenu à couvrir, en un live. Ça va être trop compliqué. Mais concrètement, on parle du report. OK, il a fait un peu des stats pour savoir combien de customers étaient impactés. Ça, c'était marrant parce que de mémoire, il s'était fait répondre par un Kamaï, ouais, ouais, cool bug, mais on va pas le reward ou peu le reward. Quite clear what's happening. Ils ont bien pu confirmer le report. Mitigation, OK. Voilà. En gros, tu as trouvé un bug qui impacte un quart de l'internet, mais nous n'avons pas de preuve de bug bounty, donc merci et passe une bonne journée. J'aurais été ultra mad. Ouais, j'aurais été ultra mad, vraiment. Qu'on se le dise, ça tient sur l'article. Okay. Well, welcome to stay, even if you don't understand the whole French thing, but that's cool. Du coup, ouais, il a remonté ça sur pas mal de plateformes différentes, en impactant pas mal de clients différents, et il a gratté un petit peu par-ci, non, beaucoup par-ci et un petit peu par-là, ce qui est pas mal. OK, donc long story short, on passe sous un CDN pour aller faire avec un request smuggling, pour aller polluer, un cache, l'empoisonner et faire un énorme de mémoire, c'était un DOS. Qu'est-ce qu'il dit lui? Cache poisoning on all OK. Cache poisoning, donc DOS, potentiellement XSS, suivant le type de fichier qui est caché. Ça va vraiment dépendre, du cadre, je pense, de chaque client. Il me semble, c'était décodé. Bon, l'impact, concrètement, c'est énorme. C'est énorme, c'est terrible. Qu'est-ce qu'il dit? VPN, synchronisation. Ouais, c'est ça. Semi-permanently create arbitrary content sur any domain. Donc concrètement, ça va de j'ai changé une image et tout le monde s'en fout, encore que l'image de marque, si on se commet, ça peut être chaud, à de l'XSS, du vol de compte, et vol de compte sur la plupart des frameworks, ça induit directement la RCE. On pense à WordPress, on pense à un petit peu tous les frameworks traditionnels. Alors, pas mal. Pas mal en termes d'impact, technicité, c'est complexe à passer, mais je trouve ça un peu moins ma came. Alors, caching the uncachable, abusing URL parser confusion. Ouais, web cache poisoning. Bon, web cache poisoning, clairement, moi je suis pas ultra fan, mais c'est puissant et je ne le nierai pas. Par contre, les parseurs différentiels ou parseurs confusion, that's my jam. C'est dur à passer, je sais que Misu fait des super recherches qui publiera, j'espère, d'ici quelques temps. Si t'es là et si tu regardes en rediff. Il y a clairement trop de différences entre tous les parseurs, pas assez de parseurs qui collent aux parseurs de référence, car il existe pour la plupart des RFC, protocoles et autres, des parseurs de référence. Donc toute différence de comportement spotée entre le parseur de référence qui a été fait dans une techno et qui est censé être la Bible et le vrai parseur laisse une petite place à l'interprétation et donc à des bugs.
Et encore, ça, c'est quand on lit la doc. Donc, à tout moment, souvent, ça se passe pas comme ça. Alors, c'est donc Knockline, introduction. Ouah, même le TLDR, il est long de ouf. Allez, let's go le TLDR. Pour chaque page, sous le pass quelque chose slash job, tous les paramètres de l'URL se reflect dans un tag JavaScript. Donc déjà, ça veut dire XSS, ou quasi sur XSS. Parce que avoir du contenu, un paramètre get reflété dans du HTML, ça veut dire qu'il faut soit avoir accès à des angle brackets, soit accès à des quotes, ce genre de choses. Là, le fait d'avoir directement reflété dans du JavaScript veut dire que la moindre apostrophe, point virgule, et ça y est, vous exécutez à peu près ce que vous voulez. Donc il faut soit une apostrophe, soit un chevron, soit une quote, soit des dollars parenthèses. Bref, il y a trop de bâchards. C'est un contexte qui est beaucoup trop permissif, il y a beaucoup trop de tricks dégueux. Donc, clairement, concrètement, however, à cause du WAF, j'ai pas pu simplement fermer XSS. Dommage. Dommage, mais je maintiens que s'il est reflété... Ah. Ok, c'est curieux parce que reflected dans un tag JavaScript, et lui il nous dit, grâce au manque de synthétisation, on peut fermer le tag script. Moi j'aurais plutôt tenté essayer de réutiliser le tag déjà ouvert, avec juste une simple quote, parce qu'une simple quote, ça aurait pas forcément été bloqué. Je veux dire, ça permet d'avoir des payloads du genre quote moins foo, moins quote, et ça, ce sera exécuté. Et la même variante avec ça, yes. Quote moins foo, comme ça, moins quote. Et ça, suivant dans quel type de string on met, c'est fini, c'est game over. XSS. Et vu qu'on peut demander, par exemple, d'évaluer un string qui a été, par exemple, on prend un tableau de char. On met +1 sur tous les chars. Le WAF, il fait, je ne comprends pas cette donnée. On fait un petit bout de code qui a pas l'air trop méchant, qui va juste enlever -1 à tous les chars. On a récupéré notre payload, on est bon. Had the box, très marrant. I guess you had the box, mais très sympathique. Très bien, donc Optimizely End User ID Cookie. Ok, donc il utilise un deuxième cookie qui reflète en plus de sa XSS partiellement bloquée par le WAF. Donc c'est un peu une two injection point XSS, je sais pas si ça se dit, mais clairement c'est pas rare d'essayer d'utiliser plusieurs points d'injection en parallèle, souvent pour un premier qui va casser le contexte pour que le deuxième point d'injection ait plus d'importance et puisse mettre une payload. Ok, donc ça. Donc c'était une self-XSS. Self-XSS qui l'augmente avec du cache poisoning pour en faire une stored, je présume. Il a voulu derrière faire un pass traversal pour essayer de récupérer. Ah, c'est beau. Il a eu un cache poisoning sur un path qui n'était pas celui qui l'intéressait, mais avec un point slash, il a réussi à faire en sorte que ce soit quand même présent sur une page qui l'intéresse. Pas mal. Donc il finit par avoir sa vraie XSS. Ok. Bon, bref, il a de la XSS, il a de la store, il a du WAF bypass et il a du pass normalization qui est pas forcément très bien fait. Ouais. Est-ce que... Comment il présentait ça? Parser confusion. Ouais, il y a un point slash. C'est un parser confusion. Je sais pas si je suis hyper emballé. Le chaînement de vue il est intéressant. Là, je suis pas un front-end guy, hein, clairement. Ça reste ultra propre. Bon, GG à lui. Posté, buvez, avec modération. Hello Mix. Alors, ce coup-ci, on part sur du Portswigger. Ah, c'est incroyable. Celui-là, faut que vous alliez le lire. Bien sûr, déjà, James Cattle, je suis fanboy. Il y a des recherches qu'il a pu faire, des trucs qu'il a pu faire. Et très nice quand on demande un petit peu des informations supplémentaires sur certains de ces outils. Il prend le temps de répondre.
Concrètement, il avait sorti des papiers sur les, desync HTTP attacks, donc le fait d'arriver à désynchroniser, du HTTP. Soit, je sais pas s'il y en a en 1 pur, mais faire en sorte qu'un HTTP 1 qui parle à un HTTP 2 après l'étape de conversion, puisse envoyer la donnée binaire qui fait que ça foire un peu l'échange entre les 2. Un peu avant ça, il avait fait pareil, mais c'était, je pense que c'était pur HTTP, mais en jouant avec les trunks, les chunk mode et tout. Donc faire en sorte que différentes étapes du renvoi ou du passage de plat, dans le HTTP comprennent différemment les requêtes et ne passent soit qu'un bout de la requête et donc qui regarde, un peu le garbage dans la socket pour empoisonner la suite, soit essayer de passer trop et du coup exploiter la donnée en retour. Donc c'était ultra stylé et il s'est dit: «Tiens, maintenant que je le fais avec des outils, est-ce que je peux pas utiliser des outils, genre un browser pour le faire?» Et concrètement, s'il a une XSS chez vous, ça se termine en, beaucoup en bien pire. S'il y a une XSS dans vos browsers, ça veut dire qu'il peut arriver à desync le browser et autre chose et je pense que ça peut bypass tout un tas de choses, comme, dire qu'on parle à un même serveur, mais qu'on peut envoyer des requêtes. Ouah, ouais, j'ai du mal à voir ça. Ah bah si, si. Si on arrive à desync, il y a sûrement moyen d'arriver à faire passer des headers, en réponse et du coup, sûrement moyen de récupérer de faire de bloat les headers de retour. Donc faire en sorte que là où, avec une XSS, on puisse pas récupérer des cookies de version ou des infos des cookies ou des informations un peu plus, touchy, bah, là, si on arrive à overflow le nombre de headers et mettre un header vide par exemple, en tout cas des bytes de retour, à la ligne, donc backslash r, backslash n, ça fait que derrière, on peut envisager de faire en sorte que ce qui était initialement un header devienne le body de la request, qui lui est lisible par le JS et du coup, ça fait qu'on pourrait récupérer des informations, sympathiques. Donc clairement, hein, comme les request smuggling, c'est une horreur, à expliquer. Donc heu, donc je ne ferai pas ça en live, mais prenez le temps de le lire. C'est prise de tête au possible, mais l'exercice de pensée est super intéressant. Alors, hello you, Chris, hello Chris, bienvenue. Pericube Team, tout ça, tout ça. Yes, petit 3, en effet, ça fait plaisir. Les Team Cats, les fameux, les fameux. C'est un très beau site! Non, pas trop, ça a l'air sobre. Non, ça va, c'est juste la couleur qui est pas habituelle. Donc Swarm PT Security, clairement, ils font souvent des petites dingueries en termes d'articles, donc ça peut être très sympa. Time correlated attack pour choper des domaines via Certificate Transparency. OK. Est-ce qu'on a un abstract? Faudrait qu'il y ait plus d'articles avec des abstracts. Donc modern website, employee, automatique, TLS, machin. OK, donc concrètement, un bug dans l'implème, de la négociation des certificats TLS qui fait que pour un serveur donné, donc je présume qu'ils entendent pour une IP donnée, on puisse récupérer tous les domaines associés. Donc c'est sympa, c'est sympa. Je pense que vu ce qu'il me montre là, il y a un ID, ça va peut-être être, soit du timing attack, soit, quelque chose de similaire. Ce qui veut dire quand même, vu le nombre d'outils qui se reposent sur CertSH et sur Let's Encrypt et équivalent. Alors là, c'est DigiCert. Voilà, Let's Encrypt. C'est trop bien. C'est trop bien parce que le nombre d'outils qui se reposent sur Let's Encrypt, on pense à Gadi, pense à Traffic, on pense à Nginx et tout plein d'autres, avec des goodies, included. Hem, Avoir un problème de ce côté-là, ça veut dire que n'importe quelle personne qui fait son petit env, de manière relativement traditionnelle en faisant les choses à la main ou avec, du Docker, donc sans partir dans des grosses gateways frontales, du CDN, du AWS ou autre. Vraiment juste là, on parle de: «J'ai fait mon infra, j'ai mis un HTTPS en frontal». On peut savoir quel Heu, on a un domaine. On peut savoir quelle est l'IP de ce domaine, parce qu'il y a pas de serveur ou de load balancer entre les 2. Et une fois chopé cette IP, on peut faire cette attaque et savoir tout ce qu'il y a derrière. Donc ça augmente quand même beaucoup la surface d'attaque d'un serveur qui utiliserait Let's Encrypt. Donc clairement, si ça marche bien, si ça n'a pas été patch, ça fait partie des tools à lancer de base, pour de la recon, je pense. Donc OK, ils font le renewal.
des gens qui font les cracks et qui les hébergent sur des sites qui semblent être bien faits, qui semblent avoir une bonne renommée, c'est legit, mais pas dire grand chose. Il y a beaucoup de données. Est-ce qu'il y a un petit TLDR? Est-ce que le domaine. Ok, donc ils font clairement des checks sur les données des certificats qui ont été émis. N'empêche, il faut bien avoir un endroit pour avoir le dump de tous les certificats. Différents domaine name, ok. Time correlation attack. Bon, je vais pré-shot entre time correlation attack et le fait qu'on ait vu cette table là. Moi, ce que ça me fait penser, c'est que si c'est sur une même machine, bah forcément, on a tous les renews qui vont se faire au même moment. Donc, on pourra savoir un peu à qui attribuer certains noms de domaines. S'ils sont pas servis, on sait que ce vhost existe. Ok, donc ça c'est ce qu'on avait pré-shot, à savoir s'il y a Cloudflare, AWS ou autre en frontal, on n'a pas vraiment accès à grand chose. Alors qu'est-ce qu'on me suggère? Tout à fait, et je sais plus comment ce site fonctionne, mais il marchait super bien il y a quelques données. TLS Buffer Overrun. Alors j'espère que c'est de l'Enium, c'est quelque chose comme ça. C'est Codified Certificate NIVV4. Ah, TLS machin. Ça a l'air sympa ça. Ouais, mais bon, un API key. Du coup, c'est un peu comme les Chaos, Project Discovery et autres. Faut voir ce que ça donne. Mais ah yes, 0 par mois sans requête. Oh, pourquoi pas? Ça se poke. Je ferai un petit peu, je vous dirai ça. Tech article. C'est bien, faire de la R&D et se rendre compte qu'on a encore plus de R&D à faire. Veille techno plus que R&D. Très bien. Donc, voir tous les certifs qui sont faits, les noms de domaine, voir que c'est la même range et se dire, bon, bah, on va les tenter dessus, même si ça n'a rien à voir. Pourquoi pas. Ça évite d'avoir besoin de tous les résoudre. Mais je sais pas si ça a un impact énorme. Ça augmente un peu la surface d'attaque, mais bon, c'est mitigé. Mitigé. Mais en soi, si ça a permis de unveil des C2, des domaines et des endroits qui hostent des binaires malveillants. Cool. Cool. Ah, bah bien sûr, oui. Le white paper en live. C'est parti. Alors, Frame Shifter Security Application, HTTP2 vers HTTP1, conversion anomalies. Donc, c'est clairement dans la vibe de AlbinoWax et donc de la partie request smuggling, des synchronisations et j'en passe. Donc, en effet, dès qu'on a du end-to-end HTTP2 ou end-to-end HTTP1, c'est assez rare d'avoir des désynchronisations. Il y en a quand même, hein, ça arrive, mais vu que c'est un seul protocole, ben, quand on fait une brique pas trop mal, une brique plutôt stable. Par contre, c'est plutôt quand on va avoir plein de technos qui s'entremêlent qui se met à y avoir des choses plus dramatiques. Et là, souvent, les HTTP2 vers HTTP1 et réciproque, ça utilise le fait que HTTP1, son parsing est basé sur les retours lignes, alors que HTTP2, son parsing est basé sur des content, enfin des tailles de champs, enfin des champs qui ont un identifiant qui est un nombre encodé de manière binaire et qui ont des données qui peuvent être encodées et compressées. Donc c'est vachement plus permissif dans les chars qu'on peut envoyer parce que on leur a alloué un espace donné. Sauf que si on envoie des chars chelous et que derrière le HTTP1 il dit ah qu'est-ce que c'est, je ne comprends pas la donnée, eh ben c'est perdu. Et donc là il parle de Systematic Exploration, HTTP2 vers 1. On développe un nouveau grammar-based fuzzer for HTTP2. Nice. Et ils déglinguent 10 populaires. Ah, 12. Ils ont quand même fait le taf de se dire ok, on a fait un tooling, on va essayer de voir ce que tous les reverse proxy valent. En tout cas, une majorité. Avec la grammaire de fuzzing. C'est propre. Les petits schémas Google Docs, on connaît. Je pense. Donc ok, ils ont testé Apache, Nginx, Kadi, HAProxy, Varnish, Traffic, Envoy. Ok, les autres c'est des vendors, donc c'est du SaaS, il n'y a pas vraiment de version. Et qu'est-ce que ça a donné?
Launch sequence, nanana, j'aimerais bien juste qu'ils disent un petit peu les résultats finaux. Donc missing chunk, validator, ok, donc tout un tas de techniques, très intéressant, mais input categories causing... Ah oui. Qu'est-ce que ça nous dit? Trace with post, get with, do duplicate, ok, donc toutes les méthodes et ensuite lesquelles sont impactées. Donc Fastly, CloudFront, ils ont pris pas trop cher, Cloudflare, MVP, Akamai, ATS, c'est quoi ATS? Sinon les autres ça a l'air relativement réparti. Après le missing endstream, il a fait du dégât. Complete content. C'est pas mal leur petite notation. Parce que concrètement, ça veut dire qu'on a entre une et plusieurs comportements anormaux introduits pour un type d'attaque à chaque fois. Peut-être que les payloads sont durs à passer, mais clairement, ça fait mal. Après, c'est très dur de juger parce que c'est une version donnée, c'est avec une techno donnée, c'est avec une configuration donnée. C'est super dur de savoir à quel point l'attaque va marcher pour de vrai ou juste on n'est pas dans le cas qui fait qu'on est vul. Et puis bon, c'est-à-dire qu'ils ont quand même faisé des third part et des SaaS. J'espère qu'ils ont prévenu avant, quoi. Complète avec Caddy, Traffic. Ah, ça c'est intéressant aussi. C'est ultra cool. Ils se sont amusés à faire des un Apache devant Apache, un Nginx devant Nginx, etc. avec plein d'autres. Pour voir un petit peu le comportement que ça a eu en termes d'anomalies, de bugs. Et je trouve ça ultra sympa de voir que... Oh merde, j'aime bien Caddy, mais ça a l'air de s'être très bien passé. Oups. En tout cas, ouais, d'être du Apache devant du Apache, du Nginx devant du Nginx, il y a quand même certaines... Ah, j'aimerais bien... La conclusion que j'aimerais avoir là, c'est de dire mettre une techno A dans une techno A ou une techno B dans une techno B, ça pose pas trop de problème parce qu'elles se comportent pareil. Mais si on avait ça, on devrait avoir une grosse diagonale du vide là pour nous dire qu'ils ne se sont pas affectés. Et concrètement, c'est pas du tout ce que ça montre. Ça montre que Caddy, HAProxy et Envoy, ça fout le bordel un peu importe avec quoi on les met. Donc est-ce que c'est parce que c'est du un peu plus récent qui se comporte différemment ou est-ce que c'est... Je sais pas. Ils doivent avoir peut-être... À tout moment, les trois se reposent sur une seule lib. Enfin, une lib similaire qui fait là une erreur qui les impacte tous. Je sais pas. C'est complexe. Ah putain... C'est terrible parce que Caddy est vraiment ultra agréable à utiliser, mais là, ils lui font la peau, le pauvre. Et dommage, Chris, pour le parti API, pour le DNS Recon. Mais bon, il y a encore tout ce qu'il faut pour faire ça autrement. Le jour où ils passent les dorks en payant, on sera triste. Alors, JSON-based SQL to bypass WAF. Alors ça, j'ai vu, je suis pas sûr d'y mettre un temps énorme parce que c'est, il y a quelques softs qui permettent d'avoir de la requête SQL, mais pas en envoyant du clear text, en envoyant une requête sous forme de JSON ou de blob XML qui va ensuite être parsée, analysée et utilisée pour aller requêter des choses dans le back. Forcément, plus on complique les choses, plus on met des formats, comment dire, des surcouches, de la flexibilité, plus on risque d'introduire des failles. Donc forcément, ça ne m'étonne pas que ça puisse mal se passer, que ça puisse permettre de bypass des WAF. C'est fair game. Après, il faut voir ce que ça apporte. Si vraiment ça rend le soft plus malléable, qui peut évoluer plus facilement, c'est legit. Enfin, c'est legit. C'est un trade-off qu'on peut accepter quand c'est pas des trucs trop sensibles. Donc, on-premise, cloud deployment, machin. 0 day you can't exploit. Ok, donc il avait clairement une injection SQL à un endroit avec une petite concaténation de string cradoc. Donc là, c'est tout petit pour vous, mais c'est l'injection SQL crasse où on a function là, vu la tête, ça ressemble à du JS. Et derrière, ils font ma query plus un string. Donc c'est KO. 10 CV 2022, SQL injection in, je sais pas quoi. Je vais dézoomer quand même. Vous pouvez regarder quand même. Allez, on va quand même regarder. Qui es-tu, petite réaction? On-premise, CN Maestro, ok. C'est Cloud quelque chose, Maestro. Fort bien, whatever.
Sur SQLi, il était bloqué. Et donc, we can only retrieve integers. Ok. Concrètement, il y a toujours moyen de tricoter de ouf en SQL, en particulier pour les SQLi. Il y a pas mal de fois où des gens pensent qu'ils sont bloqués, qu'ils ont qu'une time-based. Si vous avez une time-based, essayez de faire un fais ça. Au lieu de dire fais ça ou dors une seconde, dites fais ça ou divise 1 par 0. Ça va cracher et vous aurez un vrai faux avec un vrai comportement reproductible, même si le réseau est éclaté, et vous pourrez avancer. Et vous éviterez d'avoir, si vous avez par exemple un slip dans une clause where, ça peut arriver que l'opération soit faite le nombre de fois que la règle précédente a matché. Il y a certains cas comme ça. Ce qui veut dire que même en mettant slip 1 pour une seconde, si vous aviez 10 000 résultats, c'est perdu. Ce back-end ne reviendra jamais à la vie. Et c'est chiant. Donc il continue à nous parler de ça, très bien. Ça commence à être crado de ouf. Ok, donc là il commence à essayer d'optimiser un petit peu la requête, à savoir, on peut faire sortir qu'un int, donc il va faire sortir un big int. Je pense que j'aurais plutôt tenté de faire du int vers ASCII, enfin int vers char, et derrière de concaténer les chars. Pour sortir un big int ou une chaîne de caractères aussi longue qu'on veut, mais qui ne contiennent que des digits numériques. Je pense que ça passe. Après bon, j'ai pas tout le contexte, hein. Peut-être que c'était bloqué, peut-être que certaines fonctions passaient pas. Mmh. Donc un début de JSON un peu ah oui, OK, c'est ça dont il parlait au début. Là, je pense que l'idée, ça a été de mettre du contenu qui a une tête de JSON dans le début de l'injection SQL, donc même si c'est, du junk data qu'on n'utilise pas, pour que le WAF, en détectant ces bytes, donc que ce soit un EYJ ou un début de braces quotes, il fasse un peu comme du, meme type sniffing et qu'ils se disent: «Tiens, c'est du Java, c'est du JSON, donc le contenu dedans sera pas le même». Il sera peut-être moins filtré que si c'était, des paramètres en get ou en post, parce que ça sera pas la même syntaxe, c'est plus dur à parser. Peut-être que même que pour parser ce genre de choses, ça demanderait trop de temps de calcul et ça rendrait le site trop lent, donc ils ont décidé de ne pas le faire volontairement. C'est un peu comme si on faisait en sorte que le WAF pense que ce qu'on lui envoie, c'est une image, et derrière, enfin, donc en mettant du contenu binaire ou du PNG, IDAT, des magic bytes, quoi, et en faisant en sorte qu'il croit que c'est une image, et derrière, on lui dit: «C'est une image, donc tu vas pas vérifier le contenu binaire, de quelques mégas dans mon image». Tu dis: «Non, non, t'inquiète», et bam! C'était pas une image. J'ai menti. Bon, donc c'est ce qu'il fait. Il fait fuiter tout ce qu'il veut. Cloud and falling down, tout ta. Full exploit de la vulnérabilité sur le on-prem. Ils ont voulu faire ça ailleurs. Ils ont poké la faille. Et ils ont forbidden. Est-ce qu'ils ont forbidden crash ou est-ce qu'ils ont forbidden... Ah, WSLB, ils sont juste fait bloquer par AWS. Est-ce qu'ils vont faire un petit test en se disant, bon, on attend qu'on a notre faille, on va juste tester et down une compagnie, ce serait pas ouf. Donc, ils ont setup un truc, ils se sont refait un WAF, ils se sont refait un setup pour essayer de contourner le WSELB. Ils ont vu ce qui bloquait, très bien. Du coup, ELB... Pour moi, il va à WSELB, il faisait juste du load balancing, mais peut-être qu'il y a des features de WAF qu'on peut mettre dans la foulée. Ouais, peut-être que le LB fait du WAF. Intéressant. Ok, donc ensuite il essaie de fingerprinter un peu le WAF, voir ce qui bloque, ce qui bloque pas. Fair enough. JSON output, JSON... Très bien. Ah, JSON extract, ok. Donc là, concrètement, ils vont essayer de faire passer toute leur payload d'injection SQL dans un pré-processing de JSON extract pour ensuite le faire analyser. Alors, PostgreSQL, SQLite. C'est beau.
Armed with JSON syntax. Donc voilà, bypasser ça. Très bien. Générique WAF payload. Ah, c'est pas en bypass quelques-uns, mais le temps qu'il s'adapte, ça bypassera plus grand chose. Showcase Big WAF bypass. Ah, la petite paire SQL map. Si vous avez jamais regardé le code de SQL map, donc le tool fait le café, il détecte plein de choses, même si des fois il choke sur des cas qui peuvent être simples, c'est quand même un gros gain de temps pour pas mal de choses. En tout cas, c'est sûr de connaître toutes les techniques. Donc avoir un tool qui va tester des tampers, qui va tester des points d'injection avec des payloads crazy, du turfu, ça peut être pas mal. Après le code, allez voir le code un jour. C'est tellement de if qu'on dirait que c'est de l'IA. On blague un peu méta, mais quand même le code est incroyable. Très bien, eh ben joli. C'est vrai qu'utiliser une fonction de JSON parsing, c'est sympa. Maintenant, attendez 2023, trouvez un truc qui parse le XML et qui fait la même chose, et faites votre article. Let's go. Alors, Htable in the cache. Celui-là, pareil, je vais pas aller en entier. Je l'ai lu, il est incroyable. De toute façon, Orange Tsai, big fanboy, malgré le node secure, hein, whatever. Concrètement, l'idée, c'était créer tellement d'objets, de paramètres, de choses mises en cache qu'il a fait de la détection sur les clés du cache. Donc le cache, il faut se dire que c'est un gros dictionnaire qui dit: est-ce que je connais telle clé? Non, alors je vais faire process la table. Est-ce que je connais telle clé? Oui, alors je sers ce que j'ai déjà en cache. Sauf que si on arrive à trigger plein de fois l'exécution d'une page, en contrôler partiellement le contenu avec un paramètre réfléchi par exemple, puis donc on pense là à une reflected XSS, et utiliser ce même conflit de cache, donc peut-être en changeant un deuxième paramètre qui lui n'influence pas du tout la page, mais qui influence la manière dont la clé de cache est calculée. Si on peut l'écraser, mettre notre XSS réfléchi dedans, ça fait que les prochaines personnes qui hit le cache mangent notre XSS. Et donc de mémoire, il avait fait des études pour Outlook, qu'il a encore déglingué, mais il était aussi passé sur 2-3 autres frameworks pour regarder comment ça se passe. Et donc là, en effet, il montre bien que entre deux strings qui sont absolument pas les mêmes, il arrive à avoir la même clé de cache, voilà, le même hash qui sert de clé de cache pour être ensuite utilisé. Je sais pas trop dans quoi est-ce qu'il l'injecte. Net user, nanana. Ok, donc c'est de l'ajout de compte, mais post quoi? Quoi est-ce qu'il... Ah, du coup, là, il a plutôt fait du bypass d'autant avec le cache du user pool. Sympathique. C'est vraiment ça, pour le coup, celle-là, bon, déjà, le mec est ouf dans sa tête. Hein. Et en plus, je trouve ça ultra stylé de se dire je vais attaquer une structure bas niveau qui est un tick pour stocker de la donnée. Il s'est dit je vais déglinguer l'implem pour voir ce que je pourrais y faire en web. Et en web, pareil, il fait un bypass d'autant. Plutôt que moi, j'aurais tenté de la XSS pour choper quelque chose, clairement. J'aurais tenté de faire en sorte de mettre quelque chose en cache. Mais je pense qu'il a fait les... Ouais, il a fait les deux, c'est ça. La partie bypass d'autant, j'aurais clairement pas pensé à la taper comme ça. Donc, très propre. Très propre. Alors, story of leaking Let's go. A story of leaking uninitialized memory from Fastly. Fastly, très sympa, assez pratique, permet de pas avoir d'infra à maintenir et avoir un serveur qui hoste différents services, un provider qui hoste différents services. Il y a pas mal de GoHugo, il y a pas mal de gestion de pipeline-ish. Après, je suis clairement pas expert de la techno, mais ça avait l'air plutôt bien fait. Alors, CDN, très bien. CDN anti-DDoS, encore mieux. Register un account, mettre des certifs ou demander d'en générer, très bien. Ok, ensuite HTTP to smuggle, ça,
petit tool de smelling basé sur les recherches d'Abby Noah, ce qu'on a vu plus tôt. Et ensuite, ah oui, run netcat instead of HTTP, get the connection. Ok, donc là l'idée c'est de se mettre en écoute côté Fastly, enfin côté serveur derrière Fastly, et trigger du request smuggling pour voir un petit peu ce qui arrive. Bienvenue Oni, ou Oninfo si c'est pas Oni. Je pense que c'est Oni. Détecter quel software tu utilisais, nanana. Ok, donc ça ils ont juste fait du backslash pour faire un petit peu des bugs. Si vous ne connaissez pas, n'avez pas utilisé backslash powered scanner côté burp, c'est une extension qui fait vraiment le café parce que mettre un backslash ça produit tellement de comportements un peu chelous, imprévus que ça permet de détecter un peu le contexte dans lequel on se trouve. Donc ça peut être ultra pratique pour détecter quel soft on utilise. Hello Ixio, Blaze, nice. Non, tu n'arrives pas sur la fin, on a encore quelques onglets à review. Je pense que je vais clairement manquer de salive avant la fin du live. Et je parle de parler. Quick streams machin, data transfer. Pareil, on va pas lire tous les articles en live, on fait vraiment un overview, un pré-tri. Donc exploit plan, connexion H2O, il envoie un nombre de bytes précis, avec des frames qui ont des tailles précises, avec des flags pour dire on commence, on s'arrête, renvoie-moi de la donnée s'il te plaît, non pas trop, fais pas comme ça, très bien. Et bon, très bien, en tout cas il y a un protocole qui a l'air relativement bien établi et qui l'explique. Aussi bien côté protocole initial que protocole d'exploitation, donc ce qu'il essaye de faire, d'injecter. Ok, exploitation. Pour exécuter le plan, il nous faut crafter des frames quick. Donc il a fait ça via Quick Go. Je sais pas si Scapi aurait pu, mais s'il y a ça en Go, pourquoi pas. Il a d'une frame au bon moment. Plein de debugging. Nanana, ça marche en local. Le fameux ça marche en local. Et ça a marché contre Fastly, très bien. Body contain an HTTP response that was obviously meant to be sent to... Ah, ça c'est propre, ça. Ça doit être ultra drôle de pouvoir jouer à ça. Donc là, avec son setup, il a réussi à faire en sorte de se mettre comme d'autres utilisateurs derrière Fastly. Oui, il y aura une rediff, nice. Il va essayer de faire en sorte de se mettre comme d'autres utilisateurs derrière Fastly, de trigger des requests, et donc c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Non pas recevoir sa requête, mais arriver à désynchroniser le tout, côté quick, donc HTTP 3 en UDP, et récupérer des réponses, pas des réponses qui ne sont pas à lui. Ce qui veut dire qu'à tout moment, il récupère des réponses avec des cookies d'autante, de la donnée perso. Imaginez vous connecter à votre password manager préféré et là, bam, votre réponse avec vos mots de passe n'arrive pas chez vous. C'est fâcheux. J'espère que vous avez une bonne police d'assurance, ou une bonne assurance, ou une bonne police. Alright, ouais, bah quick, on retourne sur du DP, donc on retrouve des problèmes de synchro, mais on avait déjà tout ce qu'il fallait en TCP. Such easy memory bug. Tranquille. Tranquille, c'est pas parce qu'on a potassé un sujet et qu'on est devenu bon là-dedans que ça devient trivial pour autant. Clairement, on voit quelqu'un qui fait l'exploit de kernel et qui dit non mais là c'est tout con, tu fais juste ça. Alors, ibn.za.net, let's go. Hacking Salesforce Baked Web App. Ouais, bah ça peut être intéressant aussi parce que clairement du Salesforce, pour en avoir audité quelques fois, c'est jamais un framework qu'on trouve des dingueries. On peut en trouver dans le code custom, mais en tout cas la base en black box. Je précise en black box, j'ai jamais eu l'occasion de m'y mettre sérieusement en whitebox. Massif. L'occasion de mettre en whitebox. Tout aussi ok, donc identifie Salesforce App, Salesforce ID. Si tu veux, donc il y a un truc avec un pattern, pourquoi pas. Puis ils ont essayé de choper des Zydor. Ouais, elle sera quoi cette clé? Des records, oui, ok. Ah, intéressant. Donc en gros, c'est un espèce de UID qui a été fait par Salesforce pour leurs cas qui sont sûrement spécifiques à eux. Et là, en l'occurrence, ça désigne des comptes, l'identifiant unique, un truc qui changera jamais, donc ça nique la randomness, et petit checksum, pourquoi pas. Donc ça veut dire que
Aïe aïe aïe, ça veut dire que le account qui a un instance identifier, il y a des chances qu'il soit incrémental. On fait ça, c'est facile. 5 caractères reserve qui sont petits sera 0. Un unique identifier, donc là on a de l'alphanum, donc ça veut dire qu'on a 26 x 2, donc une cinquantaine plus 10, donc majuscule, minuscule et digit. Donc on a 62 et quelques, puissance 1, 2, 3, 4, 5 chars. Alors, si on part sur du 26 fois 2 plus 10, le tout, puissance, non, si, puissance, on a dit 5 chars. On rajoute la parenthèse. On tombe sur ça, qui nous fait du 900 millions de requêtes. C'est quand même beaucoup, hein, s'il n'y a pas un petit bug en plus pour péter ça, même si la fin est prévisible, c'est quand même solide à essayer de brute force. Donc, faut voir comment est-ce qu'il génère ça, mais c'est quand même ID random unique, no one, eh ben non, en effet, ça c'est pré-shot, c'est incrémental. Donc déjà on part sur toute la première partie qui a 0 randomness. Ouais, c'est ça. Alright. Il y a quand même un truc bizarre, opportunity note. Ok. On refait un générateur d'ID pour par brute force, très bien. SOQL, Self First Object. Oh là là. Super. Je suis déjà tombé sur des erreurs comme ça. Un truc qui te dit coucou, je suis une injection SQL et on te dit non, non, c'est une feature. Ça ressemble à une injection SQL, mais c'est que des choses que tu peux lire. On te dit, du coup, c'est un open backend, hein, c'est des données open source à ce niveau-là. Sauf qu'il y avait un peu des creds dedans, mais qui vont pas. Il y a encore des gens qui argumentent face à un shell root, face à un takeover. Très bien, et du coup, ils ont dû juste montrer qu'ils ont réussi à choper les ID et donc à choper un petit peu tous les users qui les intéressent. Mais est-ce qu'il y a des choses? Parce que si le user c'est juste un username et 2-3 données, ça fait de la data leak, mais ça fait pas forcément type de mot de passe. Donc pareil, là, ils ont réussi à trouver un moyen de nester dans du where. C'est-à-dire que ça semble assez trivial. Mais on voit pas d'arriver à nester pour vérifier des données qui ne sont pas accessibles dans le milieu. Juste de la recherche un peu pattern. C'est quoi l'idée générale? On a dit pour le plugin, très bien. C'est les objets, pourquoi pas. Où est-ce qu'ils veulent en venir? Quel est le but? Hi English. Hello English. Salesforce, c'est la folie à bug bounty et pentest, souvent des gros soucis sur les droits. Ouais, bah pour le coup, content de t'entendre écrire, enfin de te voir écrire ça, parce que moi j'ai pu en fait quelques-uns à ISO, et autant moi je cherche des failles back-end, je cherche à popper des shells. La partie gestion des droits et tout, c'est clairement pas là où je suis le meilleur. Donc cool de savoir que c'est quand même un gruyère. C'est nice. Vraiment, moi j'ai pas été ultra compétent là-dedans. Donc là, il montre juste comment il a intitulé son article. Salesforce, nanana. Ok, donc c'est principalement du SQL, de l'injection, de la data leak et de la content takeover sur la fin. Mais ouais, je reste quoi devant cet article? Parce qu'à aucun moment il montre comment il finit par récupérer les. Ah! Ah non, ça change tout. Ça change tout. Clairement, si le session ID, c'est ce qu'on était censé pas pouvoir guess, et que là, en fait, le fait de le guess fait qu'on peut lister un peu tous les objets, tout le contenu. Ok, ok. Bon bah c'est de l'IDOR. C'est de l'IDOR for the win, de type typique allemand. Mister Zero Nul. So sorry you don't understand French, but this specific live will be in French. Because this content is already in English, so just trying to make non-native English speakers be able to benefit from it. Sorry man.
Monsieur Mehdi GitHub, très bien. Practical client side, passe traversal, attaque. Hein, passe traversal en client side. Est-ce que moi je pré-shot du coup de la XSS qui a pas le droit. Non, pas de la XSS. Si, peut-être du relative pass qui permet d'aller faire d'aller modifier le DOM ou des choses comme ça. JavaScript code case. Ouais, voilà, ça va être un pass traversal dans du front-end. Alors, fin de bug, Acronis. Un petit code snippet qui load des profils, sauf que là, ça veut dire que notre air profile brand, si on crée une marque en register qui s'appelle /./, à tout moment, on peut faire en sorte que quand on se connecte, il se passe des choses bizarres. Quand quelqu'un visite notre brand, il se passe des choses bizarres. Alors, est-ce que c'est ça? Comment est-ce qu'on l'exploite? Le domaine, tout ça. Donc ah ah! Ça pourrait être très stylé, parce que si ça va récupérer du CSS en fonction d'un chemin qui peut être contrôlé et que du coup lui il se débrouille pour créer quelque chose qui va inclure enfin, faire en sorte que quand quelqu'un visite sa page, ça inclut, un CSS qu'il a pu contrôler sur quelque chose qui ne lui appartient pas, ça devient très bon délire. Ouais, c'est exactement ça qui se passe. Ça devient très bon délire parce que, CSS, il y a moyen de faire de l'exfiltration, il y a moyen enfin donc de mots de passe, zut, de frappe clavier et même de contenu de page. En disant par exemple, si la page commence par telle lettre, alors tu mets enfin tu vas chercher telle image. Si elle commence par telle lettre, tu vas chercher une deuxième image et du coup on peut faire un oracle et reconstruire, tout le contenu comme ça. C'est long, c'est chronophage, c'est un peu sortir le bazooka pour, liquer quelques chars. N'empêche que ça peut carrément le faire. Alors, confirm client side pass traversal and open redirect. Ouais, donc il m'a pas pris la tête en fait. Le right relative pass, OK. Final URL qui est sacrément crado. Encore qu'il y ait que du simple URL encoding, mais passe et du coup avec ça, inject CSS sur le remote server et filtre. Voilà, c'était exactement ça. Un remote CSS loading pour exfiltrer le contenu de personnes qui n'ont rien demandé. Mais non, mais non, 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 c'est dommage. Parce que là, ils font des filtrations de chars, alors que si on a du CSS contrôlé dans un browser distant, on peut mettre des images de chats et tout, et de chouettes. Ah bon. Alors, header injection critical via response queue. OK. Alors one more, heu, c'est bien ce qu'il fait, c'est très stylé. C'est encore du request header smuggling. Je vais clairement next parce que il y a beaucoup.